Alors, il faut dire que la colère m'a tellement emporté la semaine dernière que je suis passé à côté de quelques petits détails. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons finir cette saison dans le plus grand des calmes et la plus grande des sérénités. Toutefois, si l'épisode final va avec. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time. Déjà le dernier épisode de la saison 2 des Anus du Pourboire. Et oui! Donc pour les quelques nouvelles personnes qui me découvrent, n'oubliez pas qu'il y a ma playlist, une playlist tout entière consacrée à cette série, où vous y trouverez également ma vidéo Capteur Clap où je résume les problèmes de cette série de façon plus globale. Et en ce qui concerne les autres, je l'avoue, j'ai été un petit peu énervé la semaine dernière, et à partir de la seconde moitié, certaines choses m'ont tellement trigger que je suis passé à côté de quelques trucs hyper importants qui m'ont mis dans le tort. Et même si la très grande majorité adore me voir décalquer cette série, je trouve que ça fait sérieusement tâche. Donc, je m'avoue coupable, monsieur le juge. Et je constate que ça a été un régal pour les défenseurs de cette série qui ont pu me disqualifier à partir de ces quelques erreurs qui étaient infiniment minoritaires par rapport au bordel de cet épisode. Et faites-moi confiance, on en reparlera en détail un peu plus tard. Il s'agit de la dernière vidéo sur la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Donc, à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'ici et qui ne l'ont pas encore fait, n'oubliez pas mon bouton d'abonnement, c'est gratis, c'est rapide, parce qu'il y a d'autres sujets sur le Seigneur des Anneaux qui arrivent dans pas longtemps, ainsi que le nouveau film d'animation prévu pour la fin de l'année, sans parler d'une grosse surprise qui vous attend sur ma chaîne dans les jours qui viennent. Et je vous recommande fortement de préparer les popcorns parce que ça va vous plaire. Autrement, vous savez, la fameuse colère dont je vous ai parlé, il faut savoir qu'elle n'a pas démarré depuis l'épisode 7. En effet, ça avait déjà commencé la veille où c'était explosif chez moi, pour des raisons diverses et variées, et j'ai même eu l'occasion de m'enregistrer dans un podcast vraiment où je me remets réellement en question sur ma misogynie. J'ai presque honte de vous le faire écouter parce que le sel est à son paroxysme. Et moi, ce qui m'énerve, en fait, c'est le fait que tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Mais c'est quoi ce bordel? Mais tout m'énerve. Tout. Donc si vous avez vraiment la volonté de m'écouter péter un câble sur notre époque moderne, eh bien, c'est disponible sur mon Patreon. Comme toujours, le lien est disponible en description et en commentaire épinglé. Bref, voyons ce que vaut ce final. 1h15 d'épisode, les petits loups. 1h15 d'épisode, dernière ligne droite avant la fin. Alors, pour vous refaire un peu le topo, rappelons que le prince du Rincat a fait rappeler son armée, quitte à laisser les elfes crever. Pourquoi pour qui? Parce que son père veut continuer de creuser. Voilà. Parce que Sauron l'a corrompu par l'anneau. Mais comment c'est possible, connard? Puisque l'anneau unique n'a même pas été forgé. Bah oui, pardon, excusez-moi. Ça part mal. Non mais regardez-moi ça et osez me dire que ce n'est pas ridicule. Vraiment, les nains sous la montagne, on dirait qu'ils ne sont que 50. Allez, même pas. Allez, 10 ou 20, je sais pas. Le roi du Rhin 3 est tout seul en train de creuser. C'est complètement ridicule. Et tout le monde fait un drama juste pour cette scène. Mais surtout, je me dis, c'est quoi le rapport entre le roi nain qui creuse tout seul comme un clampin et l'armée des nains qui part à l'assaut? C'est quoi le rapport? Pourquoi il y a eu un conflit entre les deux à la fin de l'épisode 7? Quitte à laisser les elfes, dont Elrond, mourir pour ça. Et ce n'est pas le seul truc de ridicule. L'autre truc de ridicule, c'est que le prince du Rhin 4 est sûr, de sources fiables, qu'un danger rôde sous cette montagne. Source, Disa. Voilà. Disa a entendu apparemment des tremblements de terre. Mais ça pourrait être n'importe quoi. Du Rhin 4 est vraiment sûr qu'il se passe quelque chose de grave. Bref. Évidemment, pour les besoins du scénario et pour faire un petit peu joli dans la bande-annonce, on va nous montrer le Balrog en train de faire un peu de gym. De la Team Shape, j'espère que vous allez bien. En chopant Gandalf par le pied. Pardon, excusez-moi, c'est du Rhin 3. Voilà, le roi du Rhin 3 par le pied. C'est juste que j'ai cru voir un clin d'œil, voilà, j'ai pas fait exprès. Ainsi, le roi se sacrifie pour empêcher la montée de ce Balrog, ou plutôt ce suicide, car il n'avait absolument aucune raison de sauter dans le vide comme ça. Mais bon, alors que Gandalf, lui, ne sautait pas, il était en train de tomber. Le roi nain avait juste à faire demi-tour. Bref. Donc le roi se sacrifie, et j'ajoute plein de guillemets autour de ça, et attends, c'est tout? Et comment ça? Genre, tout le teasing qu'on a eu autour du Balrog depuis la première saison n'a servi qu'à cette scène? Une scène de 2 minutes? Je rigole pas, hein. Chrono en main, 2 minutes? Mais ne serait-ce pas, comment dire, une arnaque? Toutes les bonnes scènes de la série, finalement, ont été montrées dans la bande-annonce. La scène du Kraken, on ne voit finalement pas plus. Là, c'est pareil, on voit juste un petit peu plus de fumée, en plus que dans la bande-annonce. Là, on voit le Balrog en train de faire un peu de gym. Mais en fait, c'est tout. Il y a que ça, vraiment. Je pensais vraiment que ça allait continuer sur un combat de folie. Pourquoi pas passer l'épisode entier sur le combat entre le Balrog et les nains? Pas du tout.
Vraiment pas. Ouais, t'es une mauvaise foi, tu savoures pas le moment, mais évidemment que si, je savourais le moment. C'était quand même assez agréable à voir. Malgré le côté improbable des réactions des personnages, comme toujours, visuellement c'était un régal. Il y avait un peu d'émotion, avec de beaux effets spéciaux, mais n'osez pas comparer ça à la scène du Balrog dans la communauté d'anneaux. La scène était beaucoup plus longue, dense, la tension était palpable. Dans la communauté d'anneaux, c'était une vraie course-poursuite. La scène du pont, des escaliers qui tombent, le LOL géant avec la fumée, le rouge qui arrive. On n'avait même pas besoin de voir le Balrog physiquement pour en avoir peur. Là, il y avait rien. C'est juste un fond vert. C'est ça. Ils se sont juste filmés derrière un fond vert et rien d'autre. Et surtout, le must, ça veut dire que l'arc des nains n'a servi à rien d'autre que ça. On est d'accord. Depuis le début, l'arc des nains a servi à ce moment précis, juste pour un clin d'œil. Parce que voilà, pour nous dire, hey, rappelez-vous, le Balrog est en dessous, hein. En fait, c'est comme, vous savez, comme la trilogie originale, hein. Merci connard, on le savait. L'arc des nains aurait pu servir de point culminant dans la bataille, précisément dans l'épisode 7, mais on ne les a même pas fait venir à ce moment-là, faute de budget. Alors, on le saura plus tard dans la vidéo. Avant ça, il faut qu'on parle du chapitre suivant que j'ai nommé des clodos en vadrouille. Saruman, ou plutôt le magicien sombre, croise la route du Clodalf et lui fait une Dark Vador avec des propositions, jusqu'à ce que les nomades se retournent contre lui en menaçant d'égorger Frodon et Sam. Mais Saruman n'en a rien à carrer. Bon, je sais que je chipote, mais au point où j'en suis, franchement les gars, ça ne manque pas de grandiose dans la mise en scène, vraiment, de l'épique, quelque chose de palpable, encore une fois, la tension, y a rien. En tout cas, Dark Vador va lui proposer de venir l'accompagner pour qu'il en apprenne un peu plus sur lui, mais Luke Skywalker, connaissant le scénario, va refuser. Et oui, ça c'est la classe. Ce faisant, Vador va tout faire péter pour menacer de tuer ses amis Ewoks. Mais rassurez-vous, Luke parvient enfin à utiliser la Force pour retenir les pierres. Il utilise littéralement la Force. Là on est d'accord, il n'y a pas de doute. Et c'est tout. Non mais vraiment, cet arc-là depuis le début n'a servi qu'à ça aussi. Je suis désolé, mais c'est quoi ce bordel? Entre les nains et ça, et tu me retires cet arc, c'est pareil. Pour moi, le seul arc de valable dans l'histoire, c'est juste du côté d'Anatar, Celebrimbor, les elfes. Là, bon, c'était absurde, mais au moins il se passait des choses. Là, il se passe rien. Enfin, en tout cas, il se passe trop peu de choses. Et moi, je me suis dit, non mais attendez, on nous révèle toujours pas que le Clodalf s'avère être bien Gandalf. Ça devient relou, là. Sauf au travers des clins d'œil complètement ridicules. Grand Elf, qui en VO veut dire Grandalf. C'est bon, on n'est pas con. On sait que c'est Gandalf. Thank you kindly, Grandalf. Why Grandalf? Grandalf. Alors attendez, le Clodalf trouve bel et bien son bâton sur le passage. c'est dingue. Purement par hasard. Parce que c'est le bâton qui trouve son maître. Non, c'est complètement débile. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu d'épreuve particulière pour trouver son bâton. C'est nul. C'est nul. Après tout ce remue-ménage, il trouve son bâton au hasard. Mais où est l'enjeu? Où est l'aventure? Et une fois son bâton en main, il se souvient enfin qui il est. Gandalf. C'est ainsi qu'ils vont m'appeler désormais. Gandalf? Oh là là, virgule. On ne s'y attendait pas, point d'exclamation à la ligne. Forcément, la théorie du magicien bleu tombe à l'eau, no shit Sherlock, et vraiment, c'est tout ce que j'avais dit avant se résume ici. Voilà. J'avais pris l'exemple de Luke Skywalker qui apparaît dans la saison 2 de The Mandalorian. J'avais dit que c'était improbable de prendre un autre Jedi. C'était évident qu'il s'agissait bien de Luke, et pourtant, il existait bel et bien d'autres Jedi dans l'univers étendu, y compris en dehors de Légende, donc l'univers étendu de Disney. Mais c'était évident qu'on allait prendre Luke parce que qu'est-ce qu'il y a de plus connu entre Cal Kestis et Luke Skywalker? Évidemment, il s'agit de Luke. Là, c'est exactement pareil. C'est quoi le plus connu entre les magiciens bleus et Gandalf? Évidemment que c'est Gandalf. Donc, pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont maintenu aussi longtemps le suspense? Il suffit juste... Enfin, à la limite, tu m'aurais tenu le suspense sur un épisode, et à la fin, bah voilà, le Gandalf se souvient vraiment de qui il est. Là, j'aurais dit ok, pourquoi pas. Là, ça a duré 2 saisons. Vraiment, 2 saisons complètes. 2 saisons complètes pour qu'il sache enfin qui il est. Tout le monde le savait. C'est ridicule. Et en plus, il n'y avait rien de particulier qui fait qu'il a appris qui il était. C'est juste qu'il a trouvé le bâton. Je suis Gandalf.
C'est nul. Je suis désolé, cette série est nulle. Allez, jetez-moi des tomates dessus. Non mais c'est bon, c'est bon. Non mais arrêtez. Bref, allez, on passe à la suite. La suite, Numénor. Bon, alors Pharazôn va trouver le moyen de mettre des bâtons dans les roues de Myriel en faisant croire qu'elle a collaboré avec Sauron. Preuve, un bout de papier. Voilà, un bout de papier, et j'avoue que j'ai pas compris. Je me suis trompé plusieurs fois dans ma vidéo précédente, on va revenir sur les erreurs tout à l'heure. Là, j'ai pas envie de dire un truc pour me tromper. Là, pour l'instant, j'ai pas compris. Il y a un papier, il y a marqué Myriel Sauron, ouh bisous bisous, ouh bisous. Et tout le monde part en couille. C'est ça la preuve? Bon. Attention, je fais peut-être une erreur. Voilà. Mais surtout, et là aussi j'ai pas envie de faire d'erreur, donc j'ai évité de m'avancer trop loin. Mais Pharazôn, il est pas roi déjà? Qu'est-ce qu'il en a à foutre de Myriel? Pourquoi il insiste autant pour mettre des bâtons dans les roues de Myriel? Est-ce que le fait que Myriel ait été recraché par le Kraken a rendu son titre... comment dire? Lui a rendu son titre? C'est ça le truc? Comment on le sait du coup? C'est dit quand ça? Je comprends pas en fait. Genre en fait pour devenir roi ou reine dans cet univers, c'est au bon vouloir du peuple. Si le peuple dit ouais lui, bah voilà. Je comprends rien. Voilà, je ne comprends rien. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Pharazôn a trouvé une preuve, la preuve ultime que Myriel a utilisé Sauron pour ensorceler les océans, pour faire en sorte que la créature, le Kraken, la recrache. Et donc voilà, ce n'est pas les Valar qui l'a recraché, c'est Sauron. Bon évidemment c'est un mensonge parce que Pharazôn est un méchant. Ça on a compris. Ce faisant, la ville part complètement en couille parce que tous les gens qui collaborent, enfin en tout cas qui sont partisans de Myriel, sont reconnus comme des traîtres. Ok. Je trouve que la ville part quand même vachement en couille un peu vite pour ça, parce que Jean, tu vas me faire croire qu'il y avait autant de gens qui aiment Myriel, autant de partisans. C'est un personnage aussi peu intéressant, voilà. C'est-à-dire que dans House of the Dragon, on n'a pas des trucs comme ça. Dans House of the Dragon, on change de partisan, on change de roi, de ce que vous voulez, le peuple reste à sa place. Le seul moment, et ça c'est un truc qui est bien fait, parce qu'on peut ne pas aimer la saison 2 de House of the Dragon, le truc qui est bien fait, c'est le fait que le peuple part en couille parce qu'il est affamé. Pas juste parce qu'il y a des conflits au sein de la royauté, des rois qui changent, tout ça. Ils s'en battent les couilles. Eux, ce qu'ils veulent, c'est bouffer. Voilà. C'est mon avis. Et on finit l'arc de Numénor sur un petit clin d'œil sur l'épée Narsil, l'épée légendaire. Ça ne mange pas de pain. Nous poursuivons nos aventures en Eregion. Alors, il me semble que ça se prononce Eregion. Vu qu'on a commencé la saison en prononçant Région, on va finir comme ça. Après, je pense que je prendrai l'habitude de dire Eregion. Eregion, qui est en train de devenir un parking pour orques, démarre gentiment son arc sur un plan séquence plutôt sympatoche pour bien nous mettre dans le bain, pendant que Celebrimbor se fait utiliser comme objet sadomaso par Sauron. Finalement, Sauron va finir par l'embrocher comme un cochon grillé, alors que sur ses dernières paroles, Celebrimbor sort son dernier clin d'œil à la franchise. Sauron, Seigneur des Anneaux. Cette phrase a coûté 1 milliard de dollars, donc profitez-en bien. Et croyez ou non, mais tout ce passage, c'est exactement comme dans les livres. Oui, vous ne rêvez pas, ce passage est fidèle. C'est-à-dire que Sauron torture Celebrimbor pour savoir où se trouvent les 3 anneaux des elfes, sauf qu'ici c'était remplacé par les 9 anneaux des hommes, étant donné qu'ils ont tout mélangé, bon bref, on y passe après. Il le tue en l'embrochant et s'en sert comme bannière, donc là pour le coup ça m'a surpris. Et tout ça pour dire que l'arc autour d'Anatar était clairement le meilleur. Tout le reste est à jeter, les nains, le Gandalf, le Isildur, tout ça c'est à jeter. On va en parler d'ailleurs. C'est à la poubelle, le seul arc de vraiment intéressant c'est celui de Celebrimbor et d'Anatar, et pourquoi? Eh bien parce que c'est le titre de la série, les Anneaux de pouvoir, c'est le seul enjeu de vraiment palpable, d'important pour la Terre du Milieu. Malheureusement, c'est encombré, embourbé dans tout un tas d'incohérences, d'invraisemblances scénaristiques dont je vous ai très largement parlé. Mais je dois quand même souligner que les acteurs jouaient très bien, notamment l'interprète de Celebrimbor, qui avait un jeu plutôt crédible, même si là je trouve que physiquement il ne ressemble pas à un elfe. Et pareil pour l'interprète d'Anatar en Sauron, je trouve qu'il fait un très bon Anatar. Voilà, c'est personnel, je trouve que ça fait vraiment le café. Well, maintenant Eregion est mise à sac par les orques, et là, autre instant qui m'a un petit peu énervé, c'est que nous voyons Elrond s'alarmer sur les orques qui veulent brûler les livres, hein, vous savez, un petit peu comme la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas compris le clin d'œil, hein. On n'a pas du tout compris le clin d'œil. Les orques qui veulent brûler les archives de Celebrimbor, où se trouvent les secrets, les recherches qui ont mis des siècles
Voilà, donc c'est très précieux. Selon Elrond, c'est plus précieux qu'un bijou, plus précieux qu'une vie. Donc il propose de se faire tuer avec ses potes plutôt que de cramer ses livres. Connard, t'es au courant que même si on te bute, tu n'auras jamais la garantie que les livres, les bouquins, les archives ne seront pas brûlés. T'es débile en fait. Donc, pour résumer, Elrond s'énerve, mais vraiment, il s'énerve de toutes ses tripes lorsque des orques tuent des chevaux et des morceaux de papier. Un vrai philanthrope. Ah, et gros lol aussi, vous vous souvenez de la fin de l'épisode 7 où Arondir se fait poignarder par Hadar? C'est vraiment l'instant dramatique, même si je me foutais complètement de ce personnage. Je me suis dit que bon, forcément, ils vont trouver une solution pour faire en sorte qu'il survive. Et bien, hop, magique. On fait comme si rien n'était. C'est vraiment ça. On le revoit en otage au KLM, alors qu'il s'était fait planter la veille. Mais vraiment, on ne revient jamais sur ça. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus, hein? Oui, non? Donc, on passe à la suite. Chapitre suivant, que j'ai nommé « Des hommes mous à Pelargir ». Après avoir disparu la moitié de la saison, nous revoyons ce que devient Isilmou aux côtés de Théo. Vous la sentez celle-là? Vous sentez un petit peu l'émotion, le courant amical qui passe entre ces deux personnages? Moi non plus. Évidemment, le love interest d'Isilmou est back. Ça n'aurait eu aucun intérêt de nous proposer ce personnage en début de saison. Et c'est trop marrant parce qu'ils nous font croire à une sorte de triangle amoureux, alors qu'il ne s'est rien passé entre ces deux personnages. Là, on vous fait croire qu'il y a une chose de vraiment passionnelle, comme s'ils se retenaient depuis des années. Non, en fait, c'est juste du vent. On se croirait dans un épisode du JDG. D'ailleurs, j'espère vraiment qu'un jour, Joueur du Grenier fera une vidéo hors série sur cette série. Parce qu'il y a trop à en dire. Ce faisant, Clément vient inspecter le village et vient donner de nouvelles instructions. Bon, le marché est très simple. Si vous voulez des provisions, vous nous devrez, en échange, du bois. Oui, mais voilà. Le problème, ce sont les arbres. Les arbres, voilà, c'est des gentils. Et nous, on n'a pas envie de faire ça. On n'a pas envie de tuer des gentils. Moi, j'ai un truc à ajouter. Est-ce qu'on n'aurait pas rien à foutre? Tu veux tes putains de provisions ou pas? Oui ou non? Donc, tu leur files du bois. C'est comme ça que ça marche. Les alliances entre différents peuples fonctionnent comme ça. Ça a toujours fonctionné comme ça. Ainsi, nous allons pouvoir passer au chapitre qui va conclure tout cet épisode avec Galadriel, la femme forte. Et pour une raison qui m'échappe, c'est quand même très mal filmé. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est pété de plans cassés partout dans tous les sens. J'imagine pour donner l'illusion d'un quelconque malaise, comme le font tous les amateurs. Les amateurs qui n'ont pas d'idée font toujours des plans cassés ou abusent du fisheye. On connaît l'astuce et ça dure vraiment toute la scène. Quoi qu'il en soit, grâce à l'anneau de Galadriel, on va pouvoir découvrir le vrai visage d'Adar, c'est-à-dire le même acteur mais sans maquillage. Adar avait jadis un vrai nom qu'il ne souhaite pas dévoiler. Donc ça pue le twist. Je me suis dit, alors attendez, peut-être qu'il s'agit d'un twist du style Adar égale Celeborn, vous savez, l'époux de Galadriel. Dans cette même scène, on apprend que Sauron réussit à s'échapper hors champ. Donc, toute la bataille de l'épisode 7 n'aura servi à rien. Voilà. D'autant plus quand on sait qu'Adar refile gratos Nenya à Galadriel après tout ce qui s'est passé. Galadriel qui devient compatissante malgré le fait que tous ses amis elfes aient été tués. Quoi qu'il en soit, les choses vont vraiment commencer à bouger, donc on a Sauron qui prend le contrôle des orques, tue Adar. Donc ma théorie sur Celeborn tombe à l'eau. Suite à ça, je me pose une question très simple, et c'est possible que je me trompe, donc c'est pour ça que, voilà, soyez compatissants, soyez indulgents. Voilà, je me suis trompé la dernière fois, je peux à nouveau être passé à côté de quelque chose d'important. Moi quand je vois ça, donc Anatar, Sauron qui prend le contrôle des orques pour tuer Adar, je me dis une chose. Pourquoi il ne l'a pas fait depuis le début? Il avait eu l'occasion de le faire 300 fois avant le début. Et quand je vous parle du début, je vous parle pas juste de l'introduction où il se fait emprisonner par Adar. J'inclus également le flashback d'introduction avec Adar. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Sauron n'avait pas le contrôle sur les orques et là oui? Alors, j'ai une théorie. Si c'est ça, c'est vraiment péter du fiac, mais on prend quand même. J'imagine que c'est parce que Adar était là et qu'Adar avait une plus grosse influence sur les orques. Mais c'est même pas dit ça. Enfin, je veux dire, c'est juste une théorie. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que Sauron a quelque chose en plus à la fin de cette saison qui lui donne plus de contrôle sur les orques, sur les humains? Est-ce qu'il a quelque chose de particulier lui permettant de faire ça? Genre un anneau unique? Absolument pas. On peut penser à la couronne de Morgoth. Est-ce que c'est le fait de récupérer la couronne de Morgoth qui lui donne ce pouvoir?
Bah, je crois pas, parce qu'il a réussi à prendre le dessus sur les orques avant même d'arriver à l'endroit où se trouve Hadar pour le tuer. Bref, l'heure est venue du combat qu'on attendait tous, le combat épique entre Sauron et Galadriel. Hop là, droite-gauche, petit moment rigolo, Sauron change de forme. Notamment sa forme en Halbrand, comme si Galadriel en avait quelque chose à foutre. Il se change en elle, pour la symbolique de Galadriel qui affronte sa partie sombre. Elle affronte Celebrimbor pour lui donner quelques remords, quels filous ce seront. Et vous avez vu, j'analyse. Sauron embroche son adversaire, Galadriel chiale, ça ne change pas trop d'habitude. Et finalement, croyez-le ou non, les nains arrivent à la rescousse en Érégion. Et c'est tragique les gens. Vous savez pourquoi? C'est tragique parce qu'Amazon n'arrive pas à faire d'armée. Il n'y arrive pas. Il n'y a pas d'armée. On entend juste un bruit de corps, un poète-poète. Puis on voit quelques fourmis se déplacer au loin. Et c'est tout. Pas d'armée. On n'arrive jamais à savoir qui domine qui dans cette putain de guerre. C'est-à-dire qu'il fallait attendre que Gil-galad signale l'arrivée des nains verbalement. Les voilà enfin. Sinon on ne l'aurait pas compris. On aurait trouvé ça bizarre. On aurait vu des nains apparaître d'un coup à l'écran, mais c'est quoi ça? Et ça c'est rigolo aussi parce que Narvi arrive à informer Elrond en pleine bataille que le roi d'Urin III est mort. Le prince est en deuil. Comment ils font pour s'entendre à cette distance? Bon, et pour finir, Galadriel se jette dans le vide pour ne pas donner l'anneau à Sauron. Mais ne vous en faites pas, elle ne mourra pas de sitôt. Et c'est bien dommage. Parce que oui, le pouvoir de la force va lui permettre de survivre à ça. D'ailleurs, en se réveillant, je m'attendais vraiment à ce qu'elle se mette à galocher tout le monde. Enfin, j'étais plus à ça près. Moi, ce qui fait beaucoup rire, c'est qu'il y a un enjeu pour savoir si oui ou non elle va réussir à survivre à son coup qu'elle s'est pris. Donc en gros, c'est un morceau de couronne de Morgoth qu'elle s'est pris ici dans l'épaule. Donc j'imagine que forcément la couronne de Morgoth renforme une sorte de pouvoir à l'Harry Potter. Donc voilà, il y a un poison qui fait qu'elle ne peut pas soigner correctement. Mais je trouve ça marrant que personne ne se pose la question si oui ou non elle va réussir à survivre à cette chute. Mais personne ne survit à ça. Même pas les elfes. Je veux dire, alors j'imagine qu'on a voulu un peu, encore une fois, pomper sur la scène où on a Aragorn qui tombe dans le vide, mais il me semble que Aragorn survit parce qu'il y a une rivière en dessous. Là, elle survit, elle s'éclate la gueule. Elle devrait mourir. Elle devrait mourir, mais 3 fois. Bref. Ainsi, la saison finit magnifiquement sur un plan où Gil-galad lève son épée face au peuple des elfes. Ils sont quand même pas beaucoup les elfes, non? Allez, une centaine à tout casser? 200? Amazon n'arrive pas à faire des foules. Mais pourquoi? C'est pas plus cher que tout le reste? C'est donc globalement l'épisode 8 de la saison 2. Nous allons conclure gentiment tout ça, mais avant tout, nous avons pas mal de comptes à régler dans le chapitre suivant de cette vidéo. Ok, donc nous allons pouvoir revenir sur les fameuses erreurs de ma vidéo précédente. Je ne vais pas citer tout le monde car les gens qui m'ont reproché ces erreurs étaient relativement nombreux et souvent de façon extrêmement méprisante. Pour commencer, je n'ai même pas pris le temps de vous expliquer en détail pourquoi le baiser entre Elrond et Galadriel m'a autant énervé. Et pourquoi il a également provoqué un scandale parmi la fanbase. On remerciera donc le commentaire de Julien Hablot qui nous donne quelques explications par rapport à ça. Pour le baiser entre Elrond et Galadriel, ça n'a encore moins de sens du fait qu'Elrond se mariera avec la fille de Galadriel plus tard. En termes de respect de l'univers, on est du niveau de Dragon Ball Evolution. Car l'amour de Galadriel n'est pas qu'elle est borne. Et pour ceux qui diraient qu'elle pense qu'il est mort, ça ne change rien. Le mariage, chez les elfes, est par-delà de la mort. En effet, quand un elfe meurt, son esprit quitte son enveloppe charnelle et rejoint les halles de Mandos où après le jugement de ce dernier, il peut se voir octroyer la possibilité de se réincarner en Arda, généralement en Valinor, tel qu'il était. Même corps, même souvenir, même expérience. Ce qui fait que si un elfe voit son épouse décédée, il ne peut pas se remarier comme ça, parce que si elle déciderait de se réincarner, ça lui ferait 2 épouses, ce qui ne va pas dans le sens d'un écrivain catholique conservateur. Et à ça, j'ajoute, je vois très bien certains dire que ouais, vous dans Game of Thrones, ça vous dérange pas le fait qu'il y a de l'inceste aussi, parce que c'est vrai que on peut parler d'inceste, bon, même si c'est pas encore le cas, parce que le fait que Elrond se marie avec sa fille, la fille de Galadriel, n'est pas encore arrivé. Donc ce qui me choque, ce n'est même pas ça. Ce qui me choque, c'est
et le n'importe quoi temporel de l'histoire qu'ils sont en train de créer. À partir de là, j'ai été tellement énervé, je n'avais tellement que ça en tête que je n'ai même pas compris que cette scène servait en fait de diversion à Elrond pour filer la broche à Galadriel. Bon alors déjà, on aurait apprécié un gros plan qui nous le montre, parce qu'on ne le voit tout simplement pas. Certes, si on zoome avec notre vision d'aigle 4K, on voit en effet quelque chose de très flou, très éloigné qui coulisse entre leurs mains. Mais c'est impressionnant de voir à quel point la série ne communique pas avec nous, c'est grave. Certains diront oui, mais ce n'est pas une série pour les débiles, il n'y avait pas besoin de montrer ça. Au point où on en est, c'est... Montrer un plan close-up où Elrond donne la broche elfique à Galadriel pendant le baiser, ce n'est pas prendre son public pour un débile, étant donné que l'impact de ressort dramatique reste exactement la même lorsque Galadriel s'échappe. Mais surtout, en fait, ce n'est même pas ça le problème. Ce que j'essaie de vous faire comprendre dans ma vidéo précédente, c'est... Genre, tu vas me faire croire que Galadriel ne pouvait pas s'évader plus tôt ? Vraiment ? S'il lui suffisait d'une broche à la con pour s'évader, mais elle aurait très bien pu le faire avec n'importe quoi. Genre je sais pas, un os de poulet, un morceau de bois ou n'importe quelle saloperie qui traîne par terre. Bref, passons maintenant à la deuxième grosse erreur relevée par The Dream. Celebrimbor a bien filé les anneaux à Galadriel, et Galadriel s'est échappée grâce à la brochure que lui a remis Elrond pour crocheter ses chaînes. Bon. Malgré tout cela, c'est tout de même un épisode éclaté et je ne me remets toujours pas du Galadriel X Elrond. En effet, à ce moment-là, j'avais complètement la tête ailleurs. Je pensais que Celebrimbor avait insisté pour conserver les anneaux, ce qui était complètement débile. Au final, non, il les a refilés à Galadriel. Et bon, comme je vous le disais, à ce moment-là, j'étais déjà parti. Et ce n'est pas pour rien que je vous disais que après le baiser entre Elrond et Galadriel, j'avais vraiment envie d'arrêter. J'étais vraiment dans un état second. Et donc voilà, à partir de ces deux erreurs, eh bien, ça chiale, ça me hurle dessus. Voilà, j'étais sûr que tu étais un escroc. Et j'avoue que ça fait vraiment tâche dans une vidéo qui certes se veut humoristique, mais qui doit quand même respecter les règles. Mais par pitié, je suis désolé, la mauvaise foi est clairement de votre côté. Avouez-le que l'écriture, la vision des showrunners est un non-sens total. Je respecte les gens qui assument apprécier cette série comme un plaisir coupable. Je respecte les gens qui me disent « j'aime cette série » tout en sachant que c'est du grand n'importe quoi. Et d'ailleurs, me concernant, des plaisirs coupables, j'en ai plein. On pourrait prendre pour exemple Les Immortels, qui est un gros nanar qui pompe sauvagement sur 300. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Et qu'est-ce que cette brochette d'acteurs fait plaisir. Je m'en suis même servi un jour pour en faire une soirée pizza avec un pote, il y a fort longtemps, et on s'était bien marré. Donc voilà, assumez-le. Et c'est pas grave. Après, les anneaux de pouvoir, c'est pas vraiment marrant à regarder, excepté peut-être cet épisode 7, où il faut dire était beaucoup plus mouvementé que d'habitude. Il faut bien comprendre aussi qu'en effet, la trilogie originale avait son lot de trucs chelous. Genre, les fantômes, même s'il doit y avoir une explication plus concise dans les écrits, en revoyant le film à chaque fois, je n'arrive pas à comprendre pourquoi Aragorn ne demande pas simplement à l'armée de fantômes de ne pas terrasser l'intégralité de l'armée des orques, vu que ça leur prend visiblement aucune énergie et très peu de temps. Mais quand on voit que tout le reste est irréprochable en termes de vision à long terme sur la trilogie dans son entièreté, son développement de personnages cohérents et sa fidélité au livre, on a tendance à pardonner les bizarreries d'écriture qui sont bien inférieures aux anneaux de pouvoir, et j'insiste avec ça. Des bizarreries du type Legolas qui fait du surf sur un bouclier. Bon, voilà, ça c'est compliqué pour tout le monde. Du coup, quand je regarde les anneaux de pouvoir, je ne vois que les défauts quand j'aperçois le niveau avec lequel l'écriture est traitée. Par exemple, un truc que j'ai découvert récemment, c'est le concept environnement des régions, qui a très légèrement changé pour arranger les besoins de la saison, et c'est pas une dinguerie ça? Évidemment, certains vont justifier ça en disant que c'est le même environnement, seulement la ville a été fortifiée entre temps et c'est justifié dans l'histoire. Ce n'est pas ça dont je parle. Ce dont je vous parle, c'est de l'environnement en lui-même. C'est-à-dire que les montagnes ne sont pas disposées exactement de la même façon que dans la première saison. Ici, Eregion semble beaucoup plus isolée que la saison 1, qui paraissait plus ouverte face à un lac, et cette sensation d'isolement a été créée pour justifier le fait de se faire envahir par les orques. Et honnêtement, quand je vois ça, je me dis, ah d'accord, donc on change les règles. Ok, on change les règles qui ont été établies dans la première saison. Enfin bref, nous pouvons maintenant conclure. Cet épisode final confirme tout ce que je m'étais dit en début de saison. Cette saison 2 est clairement supérieure à la précédente, parce qu'il se passe plus de choses, parce que c'est mieux rythmé malgré un ventre mou titanesque en seconde moitié, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'on se retrouve face à 2 fois plus d'incohérences dues aux bases totalement instables de la première saison. C'est-à-dire que là, nous nous sommes pris les conséquences en pleine face, et franchement, c'était pas beau à voir pour ne pas dire ridicule. Et c'est sans parler du nombre incalculable de facepalm par rapport à la fidélité au livre. Même si la série a su me surprendre en retombant parfois sur ses pattes, bien que ça dû impliquer une couche supplémentaire de facilité scénaristique,
pour que l'histoire arrive à ses fins. Les Anneaux de Pouvoir est une série laborieuse jusqu'au bout, qui nous montre à quel point Amazon est prêt à mettre autant d'argent pour déconstruire un mythe qui nous a pourtant émerveillés par le passé. C'est une série qui trouvera sans nul doute son public, tout comme Star Wars a trouvé le sien depuis le rachat de Disney. Et en ce qui nous concerne, eh bien, ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette série de vidéos. Alors évidemment, j'ai déchaîné les passions, je me suis fait insulter, harceler même sur Twitter de temps en temps. C'est pas grave, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Moi, je m'en suis remis, je m'en suis bien plus remis que la première saison parce que j'étais vraiment pas habitué à avoir autant d'audience dans une série de vidéos. Donc voilà, ça m'avait rendu anxieux. Là, j'ai vraiment beaucoup appris par rapport à cette époque-là. Franchement, non, c'était peinard. J'ai pris plaisir à faire cette série vidéo. J'ai pris plaisir aussi à lire vos commentaires pour pouvoir les ajouter dans la partie commentaires de ma vidéo pour compléter l'analyse des vidéos finalement, même si le but, encore une fois, était de se moquer de la série et je l'assume complètement. Voilà, c'était une série de vidéos humoristiques, mais je respecte complètement les gens qui aiment cette série. Par contre, respectez le fait que moi je trouve ça vraiment ridicule. C'est donnant. Donc c'est pourquoi je remercie tous les gens qui m'ont suivi jusqu'ici. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent depuis le début sur ma chaîne et qui aiment cette série, donc forcément qui n'ont pas apprécié ce que j'ai dit par rapport à cette série. C'est comme ça. Mais en tout cas, je vous remercie de ne pas vous être désabonné par rapport à toute cette histoire. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, eh bien abonnez-vous parce que ce n'est pas fini. Il y a encore des surprises. Vous allez voir, vous allez kiffer ce que vous allez voir dans les prochains jours. Et en plus de ça, encore une fois, il y a le film d'animation qui arrive en fin d'année, qui lui aussi risque de me faire déchaîner quelques passions, n'est-ce pas? Pour ceux qui souhaitent me soutenir financièrement, n'oubliez pas qu'il y a mes podcasts audio sur mon Patreon en lien en description et en commentaire épinglé. Mon dernier podcast aussi déchaîne les passions. Autrement, vous retrouverez également mon lien Linktree pour me suivre sur les réseaux. Bref, on se laisse ici, je vous dis ciao et à la prochaine.